Vous êtes prêt à rejoindre les États-Unis dans leur lutte contre Daesh, et c'est pour cela que vous êtes présent en Syrie. D'autres pensent que votre but est en partie de maintenir au pouvoir l'administration d'Assad, car elle est en train de perdre du terrain et que la guerre prend un tournant défavorable pour son gouvernement. Est-ce que le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir est le but de la présence russe en Syrie? C'est juste, c'est bien le cas. J'ai déjà dit 2 fois pendant notre conversation, et je peux le répéter à nouveau, que nous accordons un soutien au pouvoir légitime de la Syrie. De plus, je suis profondément convaincu qu'en agissant dans un autre sens, celui de la destruction du pouvoir légitime, nous pouvons provoquer une situation similaire à celle qu'on observe actuellement dans d'autres pays de la région ou d'autres régions du monde, en Libye par exemple, où toutes les institutions étatiques se sont désintégrées. Malheureusement, on observe la même situation en Irak. Il n'y a pas d'autre solution au problème syrien que celle du renforcement des structures étatiques légales existantes en les aidant à combattre le terrorisme, ce qui doit, bien sûr, être accompagné d'un encouragement au dialogue positif avec la partie non radicalisée de l'opposition et à l'application de réformes politiques. Comme vous le savez, certains membres de la coalition veulent d'abord qu'Assad renonce au pouvoir. Et c'est seulement après qu'ils seront prêts à soutenir le gouvernement. Je leur conseillerais ou recommanderais d'adresser cette suggestion au peuple syrien et non au président Assad lui-même. Seul le peuple syrien est en droit de décider dans son pays qui et comment, selon quels principes, doit être dirigé le pays. Vous soutenez le président Assad. Et est-ce que vous soutenez ce qu'il fait en Syrie et ce qui se passe avec ces Syriens, ces millions de réfugiés, ces centaines de milliers de personnes qui sont mortes et dont une grande partie a été tuée par ces gens à lui? Et à votre avis, ils ont raison ceux qui soutiennent l'opposition armée et surtout les organisations terroristes dans le seul but de renverser Assad sans se préoccuper du sort de ce pays après la destruction totale de toutes les institutions étatiques de ce pays? Vous dites sans cesse, avec une persévérance qui pourrait être mieux utilisée, que l'armée syrienne se bat contre son propre peuple. Mais regardez qui contrôle 60% du territoire syrien. Où est cette opposition modérée? 60% du territoire syrien est contrôlé soit par Daesh, soit par d'autres organisations terroristes, telles que le Front al-Nosra, ou d'autres encore, reconnues comme organisations terroristes par les États-Unis, entre autres États, ainsi que par l'ONU. Êtes-vous prêt à envoyer des troupes russes en Syrie si dans le cadre de la lutte contre Daesh, cela se révèle nécessaire? La Russie ne participera à aucune opération militaire sur le territoire de la Syrie ou sur celui d'autres États. En tout cas, nous ne l'envisageons pas aujourd'hui. Mais nous songeons aux possibilités d'intensification de notre travail avec le président Assad et avec nos partenaires d'autres pays. Que faut-il faire encore? Comme vous savez, beaucoup de gens pensent que ce que fait Assad fait le jeu de Daesh et que ce traitement horrible que le régime réserve au peuple syrien avec tous ces bombardements et autres actions malfaisantes n'est rien d'autre qu'une aide à l'État islamique. Par conséquent, si Bachar el-Assad part, il y aura une période transitoire qui aidera à lutter contre Daesh, al-Nosra et autres. En employant le langage des services secrets, je peux dire qu'une telle connotation n'est rien d'autre qu'une initiative active des ennemis d'Assad. C'est de la propagande anti-syrienne. C'est très vaste comme expression. De plus, cela peut signifier que la Russie va faire de nouveaux efforts pour récupérer le leadership au Proche-Orient et que cela représente votre nouvelle stratégie. Est-ce vrai?
Non. Je vous ai déjà répondu. Vous avez posé la question et je vous ai répondu. Plus de 2000 combattants de l'ex-URSS se trouvent sur le sol syrien. La menace de les voir revenir en Russie existe. Alors au lieu d'attendre leur retour, il vaut mieux aider Assad à les combattre sur le territoire de la Syrie. Voilà la motivation principale de notre soutien au président syrien. En gros, on ne veut pas, bien évidemment, que la Russie dans la région se somalise. Vous êtes fier de la Russie et cela signifie que vous voulez qu'elle joue un rôle plus important à l'échelle mondiale. Et cela en est un bon exemple. Ce n'est pas un but en soi. Je suis fier de la Russie. Il y a de quoi être fier. Mais nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'imposer un leadership russe sur la scène internationale. Mais la Russie fait partie des principales puissances car vous avez des armes nucléaires. Vous êtes une force à prendre en considération. J'espère bien. Sinon, à quoi bon disposer de ces armes? Quant à l'Ukraine, il s'agit d'une situation à part, même pour nous. L'Ukraine est le pays qui nous est le plus proche. Nous avons toujours considéré l'Ukraine comme un pays frère, et c'est toujours le cas. Ce n'est pas seulement un peuple slave, c'est le peuple qui est le plus proche des Russes. Nos langues et nos cultures sont très similaires. Nous avons une histoire et une religion en commun. Qu'est-ce que je trouve absolument inacceptable pour nous? Que des questions, y compris des questions controversées, relevant de la politique interne des anciennes républiques de l'URSS, soient réglées par des révolutions dites de couleur, par le renversement des pouvoirs en place par des moyens non constitutionnels. Ça, c'est absolument inacceptable. Nos partenaires aux États-Unis n'ont pas caché qu'ils soutenaient ceux qui étaient contre le président Yanukovych. Vous pensez que les États-Unis sont liés au renversement de Viktor Yanukovych quand il a dû s'enfuir en Russie? Je le sais avec certitude. Comment le savez-vous? C'est très simple. Nous sommes en contact et en relation avec des milliers de personnes en Ukraine. Et nous savons qui, où et quand a rencontré et a travaillé avec ces gens qui ont renversé Yanukovych. Nous savons quel soutien leur a été accordé, combien ils ont été payés et comment ils ont été entraînés. Nous savons sur quel territoire et dans quel pays ces entraînements ont eu lieu et qui étaient leurs formateurs. Nous savons tout. Proprement dit, nos partenaires américains ne s'en cachent plus. Respectez-vous la souveraineté de l'Ukraine? Bien sûr, mais nous voudrions que les autres pays respectent également la souveraineté des autres États, y compris de l'Ukraine. Respecter la souveraineté veut dire ne pas admettre de coup d'État, d'actions anticonstitutionnelles et de renversement illégal d'un pouvoir légitime. Comment ce renversement du pouvoir légitime s'est-il passé? Et quel rôle s'attribue la Russie dans la rénovation du pouvoir en Ukraine? Mais la Russie n'entreprend pas, n'a jamais entrepris et n'entreprendra jamais d'action visant à renverser un pouvoir légitime. Beaucoup de gens parlent de la présence militaire russe aux frontières de l'Ukraine et certains disent même qu'il y a des troupes russes sur le territoire du pays voisin. Vous avez une présence militaire en Europe. N'oublions pas que des armes nucléaires tactiques américaines s'y trouvent. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous auriez occupé l'Allemagne, ou bien auriez décidé de ne pas en finir avec l'occupation de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, en transformant tout simplement les forces d'occupation en forces armées de l'OTAN? Et si nous avons des troupes sur notre territoire, près de la frontière d'un État, vous considérez que c'est déjà un crime? Comme vous le savez, on parle beaucoup de vous aux États-Unis. Vous n'avez rien d'autre à faire? Peut-être qu'ils sont tout simplement curieux. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'intéressant, peut-être que c'est pour cela. Mais ils vous perçoivent tout d'abord comme un dirigeant fort. Ils savent que vous avez travaillé au KGB et que vous avez bâti votre carrière politique à Saint-Pétersbourg en devenant l'adjoint du maire et que vous avez déménagé à Moscou. Il est à noter qu'ils vous voient sur des photos torse nu, sur un cheval au galop et ils se disent « c'est un homme qui se crée une image d'homme fort ». Vous aimez votre travail et je sais que vous avez travaillé dans le renseignement extérieur. Je comprends que c'est votre métier de lire les gens. Ça fait partie de votre travail, oui? Oui? C'était mon travail. Mais aujourd'hui, j'ai un autre travail, et cela depuis déjà bien longtemps.
Quelqu'un en Russie m'a dit, il n'y a pas d'ex-agent du KGB. Vous savez, aucune étape de notre vie ne se passe sans laisser de traces. Peu importe notre occupation, peu importe ce que nous faisons, ces connaissances, cette expérience resteront en nous pour toujours et nous les amenons avec nous pour la suite. Nous les utilisons d'une certaine manière. Dans ce sens, alors oui, c'est vrai. Un jour, un agent de la CIA m'a dit que vous aviez été formé de façon importante. Vous pouvez charmer les gens et vous réussissez très bien dans ce domaine. Vous exercez une sorte de séduction sur eux. Non, si on vous a dit ça à la CIA, alors c'est probablement vrai. Ces gens sont de bons professionnels. Je pense que votre cote de popularité en Russie est enviée par n'importe quel homme politique dans le monde. Qu'est-ce qui vous rend si populaire? Il y a quelque chose qui nous unit, les citoyens de Russie et moi. Ce quelque chose en commun, c'est l'amour de la patrie. Lors de la célébration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque tout le monde commémorait les victimes du conflit, nous avons tous été touchés par l'image suivante. Vous aviez les larmes aux yeux et vous teniez la photo de votre père entre vos mains. Oui, ma famille a subi des pertes considérables, ainsi que mes proches d'une manière générale, durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, dans la famille de mon père, ils étaient 5 frères, dont 4 sont morts. Du côté de ma mère, c'est à peu près la même chose. De manière générale, la Russie a payé un lourd tribut. Bien sûr, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'oublier. Non pas pour accuser quelqu'un, mais pour que rien de semblable ne puisse se reproduire dans l'avenir. Vous avez également dit que la plus grande tragédie du XXe siècle était la chute de l'Union soviétique. Cependant, certaines personnes regardent l'Ukraine et la Géorgie et disent non pas que vous voulez rétablir l'Empire soviétique, mais plutôt la sphère d'influence que la Russie mérite, selon vous, à cause de ces relations qui ont existé toutes ces années. Pourquoi souriez-vous? Vous me réjouissez. On nous prête tout le temps je ne sais quelles ambitions et essaie en permanence de déformer ou de tronquer les faits. J'ai réellement dit que je croyais que la chute de l'Union soviétique avait été la plus grande tragédie du XXe siècle. Vous savez pourquoi? C'est avant tout parce que du jour au lendemain, quelques 25 millions de Russes se sont retrouvés hors des frontières de la Fédération de Russie. Ils vivaient dans un pays et soudain se sont retrouvés à l'étranger. Vous imaginez le nombre de problèmes que cela a posé? Des problèmes d'ordre domestique, la séparation des familles, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Impossible d'en faire la liste complète. Et vous pensez qu'il est normal que 25 millions de personnes, de Russes, se soient retrouvés soudain à l'étranger? À l'heure actuelle, les Russes constituent la plus grande nation jamais séparée au monde. Ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème pour vous, mais ça l'est pour moi. De nombreuses personnes en Russie vous critiquent. Comme vous le savez, ils disent que la Russie est plutôt autocratique que démocratique. Les journalistes politiques se retrouvent en prison et se font assassiner. Ils soutiennent que votre pouvoir est sans limite et aussi que le pouvoir, et en particulier un pouvoir sans limite, corrompt tout. Que diriez-vous à ces gens que préoccupe le climat politique en Russie? Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la loi et tous doivent la respecter. C'est un principe de base, une chose essentielle que nous devons toujours avoir à l'esprit et ne jamais oublier. Quant à ces événements tragiques, la mort de ces personnes, y compris des journalistes, malheureusement c'est quelque chose qui arrive dans tous les pays du monde, mais si cela arrive chez nous, nous faisons tout pour que les auteurs de ces crimes soient interpellés, jugés et punis.
Nous allons agir ainsi dans toutes les directions. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous allons continuer à travailler au perfectionnement de notre système politique, afin que les gens puissent sentir, afin que toute personne puisse sentir qu'elle joue son rôle dans la vie de l'État et de la société, qu'elle influe sur le pouvoir et que le pouvoir sente sa responsabilité vis-à-vis des gens qui lui ont accordé leur confiance, ainsi qu'aux autorités pendant les campagnes électorales. Si vous, en tant que dirigeant de ce pays, insistez sur la suprématie de la loi et de la justice, alors il pourrait y avoir des progrès considérables dans l'inversion de cette perception négative. Beaucoup de choses peuvent être faites, mais pas tout et pas tout de suite. Prenons l'exemple des États-Unis. Combien de temps après le processus de développement de la démocratie? Il dure depuis la création des États-Unis. Et à présent, vous croyez que tout a été fait du point de vue de la démocratie? Si tout avait déjà été fait, le problème de Ferguson n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas d'autres problèmes de ce genre. Il n'y aurait pas d'arbitraire policier. Notre objectif est d'identifier tous ces problèmes à temps et d'agir de manière adéquate. Il en va de même pour la Russie. Nous avons eu aussi beaucoup de problèmes. Les États-Unis vous intéressent-ils davantage que n'importe quel autre État avec lequel vous êtes amené à coopérer? Bien sûr, nous nous intéressons à ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont une très grande influence sur la situation dans le monde en général. Qu'aimez-vous le plus à propos des États-Unis? Leur approche créative dans la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés, l'ouverture et l'émancipation qui ont permis de faire fructifier le potentiel de la population. Je pense qu'en grande partie, c'est grâce à cela que les États-Unis ont pu connaître de si grands succès dans leur développement. Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce que vous pensez du président Obama? Comment le jugez-vous? Je ne me considère pas en droit de juger le président des États-Unis. C'est l'affaire du peuple américain. Pensez-vous que son activité dans les relations internationales reflète une faiblesse? Je ne le pense pas du tout. Vous savez, voici la chose. Dans tout pays, y compris aux États-Unis, et peut-être même aux États-Unis plus qu'ailleurs, les facteurs de politique extérieure sont utilisés dans les débats de politique intérieure. La campagne électorale aura bientôt lieu aux États-Unis. Tout le temps, c'est soit la carte russe qui est jouée, soit une autre. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Pensez-vous qu'il vous écoute? Je pense que nous nous écoutons l'un l'autre, quand cela ne contredit pas nos propres idées de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Pensez-vous qu'il considère la Russie d'égal à égal? Pensez-vous qu'il vous considère d'égal à égal? Et est-ce que c'est bien le comportement que vous attendez de sa part? Posez-lui donc la question. Après tout, c'est votre président. Comment puis-je savoir ce qu'il pense? Êtes-vous intéressé par les États-Unis? Suivez-vous les débats politiques du Parti républicain? Suivre les débats de manière quotidienne, ça non. Marco Rubio est l'un des candidats au poste de président des États-Unis du Parti républicain. Lors des débats politiques, il vous a traité de gangster. Comment puis-je être un gangster alors que j'ai travaillé au KGB? C'est absolument contraire à la réalité. Les gens ont peur de vous en Russie? Je crois que non. Je suppose que la plupart des gens me font confiance s'ils votent pour moi lors des élections. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Cela représente une énorme responsabilité, une responsabilité colossale. Je suis reconnaissant au peuple pour cette confiance, mais bien sûr, je ressens une énorme responsabilité pour ce que je fais et pour le résultat de mon travail. Comme vous le savez, certaines personnes vous qualifient de tsar. Et alors, vous savez, on m'appelle de différentes manières. Ce titre vous correspond-il? Non. Ce qui importe, ce n'est pas comment des sympathisants, des amis ou des adversaires politiques vous appellent. Ce qui compte, c'est ce que l'on pense soi-même de ce que l'on doit faire dans l'intérêt du pays qui vous a confié cette fonction, ce poste, en tant que chef de l'État russe.